Okay, so greetings. My name is Maha. I'm professor of artificial intelligence at Euromed University of Fes in Morocco. And I'm also the chairholder of Artificial Women in Science, Artificial Intelligence and Future Chair. So I'm going to start with a story. So 6 years ago, I was doing my PhD. I started my PhD actually in Canada in artificial intelligence applied to mobility. And at that time, very few globally, very few companies, local authorities, and even governments were thinking and were involved in mobility, smart mobility projects. Now, why do I tell you this? Because according to the recent numbers, the global smart mobility market size and share revenue is expected to grow from 36 billion in 2020 to reach 88 billion USDs in 2026. That's an exponential growth. When we are talking about smart mobility, we can think about it from a perspective of transport sector, which include electrical cars, autonomous cars, electrical buses, by technology, and here we're talking about 5G, RFID, embedded systems, by traffic management, including intelligent transportation system, real-time management fleet, by charging infrastructure, in-house, public charging stations, e-parking, by mobility intelligence, smart maps, secured communication, by customer mobility, smart payments, smart parking, and so forth and so on. So the objective today is to try to respond to the following question: how AI can redefine mobility? And I want to first start with the fuel of artificial intelligence, which is data. So let's see some numbers. In 2005, we have created 130 exabytes. In 2010, we have created 1,200 exabytes. In 2015, 7,900 exabytes, while last year only, we have created 14,900 exabytes. These are numbers. In fact, let's do a small exercise. Let's try to convert these numbers into a curve. The curve is gonna be exponential, as expected. But the most important aspect when we are talking about this curve is when we overlay on it other dimensions. For example, data scientists can only process up to 5,000 exabytes. Machines, standard computers, they can process around 12,000 exabytes. So here comes the question: how can we reach what we are, how can we process what we are creating now? So here comes the role of AI, of artificial intelligence. So artificial intelligence aims to leverage the data processing to try to take benefit from all the data that we are collecting and that we are gathering. Okay, that was enough for the introduction. Now, we know that smart city activities and technologies are collecting data. And we also know that these data make us understand the complexity of the behavior and the dynamic in a city. But then, what is the role of AI? AI is taking, and here I'm citing, so AI is taking the cities to the next step of using this knowledge gathered from data to support decision-making. And I really do like this concept of supporting decision-making. The interest of how we can integrate artificial intelligence into mobility has gained so much popularity and interest that a new concept has appeared recently, which is urban artificial intelligence. And this concept can be defined as artifacts operating in cities which are capable of acquiring and making sense of information on the surrounding environment, helping to acquire knowledge to act rationally according to predefined goals, even when information is missing.
And last fact and figure that I'm going to present in this slide is that by 2025, AI is expected to enable over 13% of smart city applications, among which we find smart mobility solutions. And that will greatly impact the resilience of our cities, the sustainability of our cities, and most of all, it's going to contribute to our social welfare. Okay. Then, so there is a logic in what I'm presenting. We started by the question of AI, then defining the amount of data, then how AI is using this data, and finally, from where can we get the data? So AI is fed by data as an input, and these data can come from existing infrastructures. For example, traffic controller detection, cameras, urban centrals. It might come from fleet data when it comes to car probe data, e-bike fleets, public transportation, but also from a third-party data. Either it's public or private. I'm going to start with this sentence. AI is changing the paradigm of mobility. Let's see how. The shift toward an AI-enabled smart mobility will definitely impact all the value chains that we know now. And that will push the stakeholders of mobility services to rethink and to abandon completely their very hierarchical or linear structure into a more coordinated network-like structure, like we see, where every service provider is connected and is sharing information. Now, we're coming to the use cases. So we are claiming that AI is involved in smart mobility from the design to the control of the transportation. So let's see how. I can't talk about AI in mobility if I don't tackle the autonomous vehicles, the AVs. So where we are talking about self-driving cars, we are targeting the cars that can make decisions, that can control some operations. And these AVs are based on AI because they use sensors, cameras, embedded systems, and of course, artificial intelligence. So I'm not gonna tackle all the AI aspects in an AV, but I'm gonna focus more on computer vision. So in an autonomous car, machine learning algorithms are used to detect objects and to interpret images. Let's take a simple example. If you think about the triangular sign, if you use on it some machine learning or deep learning algorithm, it's gonna extract some points as references, and then when a car is driving, it's gonna easily recognize the triangular sign. And this is the case not only for a sign, but as you can see in the picture, for a tree, for a pedestrian, for another car, for a traffic light, everything which is included in the driving environment. Before this second use case, let's focus on one number. Recently, McKinsey did a study where it claimed that the car sharing revenues are gonna grow fourfold by 2025, and that's very huge. So applications as short carpooling, short distance carpooling, they are already in a lot of countries, and they're gonna become even more popular. So typically short distance carpooling are addressed primarily to people who wanna commute from and toward the same areas. So artificial intelligence is used in carpooling services to personalize and to customize at a maximum possible degree the
service offerings. For example, companies can customize the rate for a given customer depending on its profile. It can also personalize the recommendation based on the time of the use. And we can also, on the age of operational research and artificial intelligence, try to better allocate cars within a certain region, knowing that we can predict the demand, the future demand. Okay, then the third use case that I'm going to tackle today is smart parking management. So the complexity of transportation has drastically increased, and with that, causing parking problems or parking issues. So it becomes very interesting to use technology to try to better manage the parking. IoT and machine learning techniques are used to answer the real-time management issues. I'm going to present a use case that was developed in Morocco, and more precisely at Euromed University of Fes. It's called S-Finder. It's an application which uses computer vision techniques to first identify what are the slots, and then it delimits a slot. Second, it identifies either it's occupied or free. So here, when you see the red and the green colors. And third service that this application is offering is that you can book at somehow your place few minutes before your arrival. Okay, next, predicting traffic conditions. So we all know ITS, Intelligent Transportation Systems, are developed using historical data. These data are gathered from sensors in the ground or in the infrastructure, if we're talking more generally. Then these data are fed into algorithms, AI algorithms, and then we have an answer. As this answer is, for example, what would be the travel speed in the next arterial, for example. I'm going to show a use case. So when I was in Canada, I've been developing this application in my previous team, and that was motivated by a lot of things, among them that Montreal was, congestion was really costly. It costs $1.7 billion dollars to Montreal, making it the second most congested city in Canada. Then if we think about the economic sector, so transportation is a very important economic sector in Canada, since it allows 225 billion ton-kilometers of freight were moved in Canada, 61 of which was intended to the domestic sector. And finally, if we think ecology, or if we think, for example, the carbon footprint, then road freight transportation is counting of 37% of the greenhouse gas emissions. So these are few motivations, the main motivations, let's say. So we have worked with an industrial partner. This industrial partner has equipped his truck fleet with sensors. These sensors were collecting GPS traces while serving customers or while answering customers' requests. So we did a proof of concept on Montreal City. Montreal, not really Montreal City, the great region of Montreal, la région métropolitaine de Montréal. This includes the island, the Montreal Island, the Laval Island, and some suburbans, as you can see in the heat map. So just to have an idea about the size of the database that we were collecting, this partner, industrial partner, has served nearly 2,500,000 requests, so customers basically, using 200,000 routes. That's huge. So the mandate was very clear: developing an AI platform
to predict the travel speeds on a given street, for example, or on a given arc. This is more technical, in a very dense urban road network. So we involved AI from the geometric aspect to the data engineering to the dimensionality reduction, and finally using quite complicated architectures to predict the travel speed on the given arc. Okay, so all the concepts that I was talking about, the use cases that I was presenting, and even what we are going to tackle during this session are somehow contributing to the concept of mobility as a service, MaaS. So what is mobility as a service? In its purest form, mobility as a service is an all-in-one smart online platform capable of providing integrated journey planning, booking, smart ticketing, real-time information system, so on and so forth. So everything we were talking about is included in the concept of MaaS, which is mobility as a service. Why MaaS is so important when we are talking about urban mobility? Because simply if this MaaS, this concept is realized, then we can drastically increase the safety, the efficiency, the decarbonization rate, the air quality, we can increase it. We can at the same time decrease the noise pollution, the costs, and the traffic congestion. And this is not an exhaustive list of benefits. Okay, so I'm gonna conclude with some findings and recommendation. And honestly, I do find that this slide is so much important because this is to say that AI is a powerful tool to drive a sustainable transition toward a more resource-efficient, livable, and human-centric mobility. So everything we are talking about, we should include the human at the center of it. Also, the communication or the involvement of the public and the private sectors. Public sector smart mobility solutions must be implemented by private and public stakeholders with direct and indirect consequences for both. And public sector has to ensure that AI solutions to be developed has to be inclusive, secure, counting on reliable, non-biased, and fairly shared data. Thank you for your attention. So, hello to everybody. I am Melouki Anas, head of the Toll Technology Division from the National Motorways Company of Morocco. First of all, I would like to express my gratitude and my joy to participate in this great international event and briefly present to you the major projects of the company. Allow me to start this presentation by a corporate video of the company, and then we can continue the presentation. His Majesty King Mohammed VI, may God assist him, the National Motorway Network has expanded substantially, increasing in length from 400 to 1,800 kilometers, thus becoming the second largest motorway network in Africa. Morocco now has wide expertise in development and operation with a dynamic and competitive ecosystem that makes Morocco a center of excellence for the motorway sector. Al-Maghrib Al-Sayyar. Since 2015, the Moroccan National Motorway Company has embarked on a major transformation project that had a direct impact on both the industrialization and modernization of operations, as well as on the development of services and financial engineering to deeply embed and perpetuate the company's core values. In addition to its unwavering commitment to construct quality roads and preserve the national motorway heritage, ADM now places the citizen road user at the heart of its mission. Mainly through digitalization,
Up until now, nearly 1.5 million Jawaz passes have been in use, smoothing traffic flow even during peak periods. An ambitious project will soon enable the use of the Jawaz Pass on European motorways to better serve Moroccans worldwide and facilitate the movement of professionals and individuals who travel between the two shores of the Mediterranean. ADM is also persistently investing in the modernization, densification, and maintenance of service areas, with the aim of providing road users with rest areas to improve their safety. For real-time tracking and automated traffic management, ADM launched the Central Control Room in Rabat. Equipped with the latest technology, the room enables remote and centralized traffic supervision, automatic and real-time monitoring of field equipment, as well as constant communication and coordination between the actors involved in the field. In addition to its interactive application, ADM Trafic, the company is working towards the launch of the first Moroccan motorway radio station entirely dedicated to real-time traffic info to improve safety, smooth out traffic flow, and provide road users with useful real-time information. ADM has also made innovation and R&D a major focus of its development. By forging partnerships with various Moroccan universities, the company is working towards the deployment of 100% Moroccan innovative solutions to optimize infrastructure sustainability and deliver excellent customer service. Through ADM Academy, the company helps its employees acquire the skills required to function effectively in the new motorway positions emanating from the transformation project, and shares its know-how by training African executives on ADM's methodologies and processes. Since its creation, ADM has been strongly committed to making the motorway a joyful passageway, positively impact the territories it crosses, and preserve the environment sustainably. This commitment is translated into community programs aimed at people living near motorways in the fields of education, research, and innovation. Building on this momentum that is dynamic, optimistic, and aligned with Morocco's new development model, the Moroccan National Motorway Company wishes to sustain its development and pursue its mission. So after this video, we will start by a presentation of the company, some key figures, and after that we will talk about the major project of the company. So the National Motorway Company of Morocco is a limited company established in 1989 with a current share capital of $1.7 billion, and the main shareholders are the National General Treasury and Hassan II Funds. After 32 years of existence, according to the World Economic Forum, ADM becomes the first motorway, the best motorway in North Africa and the second in all Africa, in terms of the road quality and also in terms of length of the motorway with 1,800 kilometers. Now let's see some key figures. ADM operates like 102 toll stations and 60 service areas to serve 1.5 million Jawaz customers and 1.2 daily million passengers in 500,000 vehicles. We have several types of cameras on the motorway network, toll cameras and video surveillance cameras with a total of 600. In addition, 100 thermal and intelligence camera for key structure. 80 overpasses with equipped in video surveillance, 35 variable message signs, and more than 300 traffic counting stations. We have exactly 1,651 work hours between pedestrian works, overpasses and underpasses, and canopies, etc. So this diverse infrastructure and these innovative services are clearly at the service of the user customer.
This is aligned with the company strategy, which is focused on the customer's satisfaction. For that, a roadmap concerning the safety of the customer and also the traffic flow has been adopted. Firstly, we have deployed a large number of cameras, whether at tool stations or at overpasses or even along the highway. We installed also a video surveillance platform, set up a regional and central roam control, and finally, we did install many sites of the police and civil protection. So this picture clearly shows the number of cameras installed along the highway. By the way, this picture is taken from our traffic apps, ADM Traffic. The first major project that we have chosen to present to you is the Traffic Control Center. It's located in the capital, Rabat, equipped with the latest technology, in particular the direct LED image wall of 12.25 meters square. It allows to remote control of all field equipment, including cameras, traffic data stations, etc. It contains operational support solution and tools, and it gives reliable real-time information. This diagram shows how the information is transferred from the field to the regional control room and then to the central control room by several means of communication. After that, the information is shared with our call center and in the near future with our dedicated radio, ADM Radio. Let's move right now to the second big project, the automation program. This program was really initiated by the great success of the ETC tags, JAWAZ products. Since 2017, the strategy pursued by ADM has convinced more than 1 million additional users to use JAWAZ compared to the target initially set in 2017, which provided for reaching the emblematic threshold of 1 million between 2023 and 2025. JAWAZ is therefore at least 3 years ahead of the original schedule. The impact of this acceleration is very important on the organization of toll stations. So for that, since 2018, ADM have launched a transformation project of his motorway network based on the automation program with the following stated objectives. Always the customer satisfaction is in the center of the project. JAWAZ is the main means of payments with an objective of 80% of digital revenue. Deployments of remote jobs including teleassistance. Primary role of video surveillance for communication, supervision, back office and remote jobs. For this program, ADM obtains an investment budget of approximately $100 million US, and this program is structured in 5 parts. The first one is the tool automation and digitalization of the processing of tool transaction, supervision developments, implementation of a traffic supervision and network monitoring solution, digitalization of customer relation and development in the front office, digitalization of maintenance sector, and at the end, network and telecommunication reinforcements. So after only 2 years, now we have the main station are more secure, more clean, and more homogeneous. We did reach 70% of digital revenue, and we did install several toll lanes, and the installation of a new generation of equipment have been launched and still continuing. We're talking about automation rebound barriers, assignment lights, toll cameras, intercom equipment, etc. Then we will present to you 2 projects for the future.
This one will be done in the next few weeks. This is the first multi-lane free flow in Morocco, and it will be the first multi-lane free flow gate in the North Africa. The principle is that the vehicle is detected, classified, and tracked by a set of equipment, mainly an LPR cameras, a classification system, and an electronic toll antenna. So at the end, we have an information about the vehicle, which is the front LPR, the rear LPR, and also the information about his tags, and also the speed. The second big project planned soon is the teleassistance to unlock clients remotely, and it's planned for the first part of 2022. The principle is that we will be able to access in real time to the toll lane by the corresponding camera and also the side intercom to unblock the customer. For this part, allow me to present two use cases of the exploitation of new technology in daily operation of ADM. The first one is the utilization of artificial intelligence for the classification of the vehicles. For the context, now we have in our lanes, depending on the type of the lanes, many means of classification. For example, in manual lanes, there is the class tabulated by the cashier and the class given by sensors after the transaction. In our ETC lanes, we have a system that we call all optical detection that gives a class in the entry and in the exit of the vehicle. And also we have operator who works on the disparity of classes that give also a class. So we have many information about the same class. In the end, the observation that we did record a few cases of class disparities, on average 2%. And for this 2%, we did think about using artificial intelligence for automatic qualification. So we did use a model that learned from 40,000 electronic tool image, and we did use Google Cloud to do the work, and only after 1 week of training by transfer of learning, we did reach a rate of accuracy of 95%. Now the model is still always improving to get a better results. So the picture shows, for example, independent or in based of one image, the class with the accuracy of 0.99228. This is a class 1. The second use case is the payments only by the information of license plates. The principle is simple. With the LPR cameras, we can get the information about the license plate. It's sent to the toll lane, which is verified by the information received by the central system in a whitelist. And if the balance are okay and all the verification is okay, the authorization can be done for the vehicle. The last part of this presentation sets our ADM commitment to these neighbors and to the environment. So ADM attaches particular importance to its nearby communities, especially the neighboring community who have seen their environments modified after crossing the motorway. ADM also make environmental responsibility a real issues. So several concrete programs have been put in place, materializing the commitment to nearby communities and to environments. The first one is in partnership with the Ministry of Education. ADM has launched a program to maintain school bordering highways and also to educate young people about safety. And until now, we did maintain like 52 neighbor schools, and we did it with the employees of
ADM as a volunteer sponsor and monitor of this operation. And the second program is the GREEN program, is a program to intend to preservation to the environment, and it's aimed to reduce our carbon footprint. And the actions have been taken. A dry compaction technique. This technique has saved about 4 billion liters of water in the construction of infrastructure, compensation of the carbon footprint by planting 3.5 million trees, reclamation of water collected from the motorway platform and its sanitation structure to reuse for irrigation, and selective and integrated management of collected waste and their recycling. Thank you for your attention. So, good day to everybody. First of all, I want to thank you to the Moroccan Pavilion for an invitation today. My name is Marco Jajo. I'm the Business Development Manager of LTS AG. This is a company in Switzerland, and we developed the first energy self-sufficient ground sensor for park management system and also traffic management systems. So, let's talk today about innovation in traffic and parking. First of all, I want to mention some challenges in this area. I listed some well-known challenges. So the first point, you can see congestion during the evening peaks. So this is a well-known problem. After work, you want to go home, have dinner with family, and yes, then you have to stay in a traffic jam. Honestly, this is horrible. Yes, and this has a negative impact in terms of room, place, and also in time, and with a corresponding negative effect to air and climate. Then we have a limited space for road and parking spots. This is also a problem that is well known. And the ever-decreasing supply of parking spaces. And this increases also the search time for a parking spot, and at the end also the carbon emission increases because it takes longer time to find a free slot. So, what are the opportunities now? Before I talk about the opportunities, I want to present our product, what we are doing to, at the end, better connect this information. So, in application now in the roads are common to use induction loops. This is, you can see these lines here, and this works with magnetic field, and they recognize vehicle, for example, or you can use it for traffic light control, and so on. But the problem is, it's very expensive to install this. You have to mill up the ground, blocked roads, and the effect of this are congestion diversations. And yes, then the city of Zurich, so I have to mention we are from Switzerland, the city of Zurich came to us and asked to find a solution, so to create a sensor which is maybe energy self-sufficient and that can reduce the costs from the induction loops. And what we did, we developed the first energy self-sufficient ground sensor for, as I mentioned, traffic and parking management systems. So what is special about this sensor? As I mentioned, energy self-sufficient. You can see it on the picture on the top. One source is solar, and the other source is the difference from the temperature outside and inside. So we can generate energy.
Without any source, the sensor can survive 72 days. So what is also important, and why I take the sensor with me, is the installation. So we have the housing, which will be installed in the ground with a core hole drilling method. So then we have the inner life of the sensor, which can just put in the housing. So this is a very high benefit if you want to replace the sensor, or if you have some maintenance work. You just have to go to the sensor, to the housing, replace it, and it's done within 5 minutes. So then we have two detection methods. One is magnetic field, another is a radar. So we can also detect detect classification of cars and so on. Here is the architecture, how it works. So a car is crossing the sensor, or better said, the gateway receives the data from the sensors and send it to a cloud or a server infrastructure. And from there, and this is a very important point, we can collect every data and do analysis. And here comes the word smart city. So with this data, everything is possible, or a lot is possible when we reproduce it in the right way. So, for example, in Switzerland, when a policeman or policewoman have to check the parking lots, they go today to parking meters and check every single parking lot, and this is not efficient. So on our platform, you can plan your route and see in advance which parking lot is expiring. And so you can plan in a very efficient way. Our long-term vision is to have all the data collected and that we can allocate it to the navigation system of the cars. So this means when, for example, I drive through Rabat, I can put in the address, and then the navigation system should me tell in 5 minutes you will find a free lot on the right side. But I will go deeper in after the next slides. Use cases. So our sensor has yes, a huge amount of use cases. We can use it, as I mentioned, for parking, for vehicle counting, for traffic signal control, and so on. So now opportunities. What is very important, how we can reduce emissions and also be more efficient in the way of mobility, is using dynamic pricing. This means that if a demand surplus is actually here, then you can act with lower costs, or when you have with higher costs, excuse me, or when in the other way around, when you have high prices, you can go through with a demand surplus. So what we also want to collect is all this data to improve the traffic management, to have a better traffic flow, and the real-time data is also important for urban planning. So when you know where are the biggest emissions or where are the biggest hotspots where the cars are driving, then you can better planning the urban around. And now the last point is saving time. So for me personally, it's time is the most valuable good, and yeah, you can have houses, you can have cars, you can have family, whatever, but when you don't have time to spend with your family or to use your items, whatever, then it's nothing worth. So on
On the roads, 30 to 40% is search traffic. And mostly in Europe, 40 hours per person is used to find the parking lot. So if you can reduce this, you can also have more time for other stuffs. And this is what we want to do. We want to reach the last mile. Because for me personal, when I go to Zurich, for example, for an appointment, then I'm always at time there. But then I have to look and check where is a free parking lot. So what are you doing? I'm looking, at the end, I'm too late at the meeting, and yes, I have to find some arguments why I'm late. So our idea is, as I mentioned before, to provide every navigation system with our data so that you can plan your route and that you can say, okay, in 5 minutes you will find there and there a parking lot, and from there it takes you about, let's say, 2 minutes to your final destination. And so we want to reach the last mile. So thank you for your attention. Hello, everyone. Can you hear me? Please, can you hear me? Hello? Yes, Madam Nassera, we hear you. Okay. Okay. Welcome. At first, let me just introduce myself. I'm Ms. Beshari Nassera, and I'm the head of marketing department at the ONCF for passenger activity. Today, it's a really great pleasure for me to participate at this international event. I will try through my speech to briefly present the ONCF digital strategy, which aims to innovate services offered to passengers. I would just like to thank the translation team, since I would make my presentation in French to be clear. Okay, I'm sharing my screen. Can you see it? Let me know if you can see my screen. Yes, perfect. Okay. Très bien. Donc, je vais démarrer cette présentation qui s'articule sur principalement 5 points et je vais essayer d'être bref et concise. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler un peu le profil ONCF avec quelques indicateurs clés. Et puis, pour passer au deuxième point qui s'articulera autour aussi d'un rappel des grands projets structurants du réseau ferroviaire national qui a permis aujourd'hui de développer une stratégie d'innovation en termes de mobilité. Et puis, on mettra le focus dans le troisième point sur les dessertes régionales, avec quelques indicateurs et une présentation aujourd'hui des différents axes qui sont gérés sur le plan régional.
Et puis, en quatrième point, donc, le plan de transformation digitale qui accompagne ce plan de développement pour conclure en dernier lieu avec les services digitaux aujourd'hui qui sont mis donc au service de nos voyageurs pour améliorer leur mobilité au quotidien. Très bien. Donc, je vais commencer par présenter tout d'abord le profil ONCF qui compte aujourd'hui près de 6500 collaborateurs qui sont mobilisés sur tout le réseau ferroviaire. Nous exploitons actuellement 4010 km de voies et nous disposons de 650 voitures pour l'activité voyageur et 5100 wagons pour l'activité fret. En termes de chiffre d'affaires, nous avons réalisé en 2019 plus de 38 millions de voyageurs et plus de 27 millions de voyageurs pour l'activité fret. Et concernant donc l'activité voyageur, nous avons développé 3 gammes de trains, à savoir les trains Al-Bouraq qui assurent les liaisons grande vitesse, les trains Al-Atlas sur les lignes conventionnelles qui relient le centre du Maroc au sud et à la région du nord et de l'oriental, et les trains navettes rapides qui assurent les liaisons de proximité. Tout cela a été fait pour servir les différents segments de voyageurs qui se déplacent pour différents motifs professionnels, loisirs, tourisme ou affaires. Il est à noter également qu'en moyenne d'investissement annuel, on est à 0,7 milliard de dollars, avec une contribution dans le PIB par l'ONCF à hauteur de 7,8%. Et comme entreprise ferroviaire au monde, on est classé à la 33e position et premier classement au niveau de l'Afrique en termes de réseau ferroviaire. Alors ici, je citerai que l'ONCF a connu en 2018, fin 2018, le déploiement de grands projets structurants. Et là, je cite les principaux projets qui ont permis aujourd'hui d'avoir une offre étoffée, améliorée. Donc, principalement la ligne à grande vitesse, qui a été une solution innovante et un choix naturel pour dynamiser le transport national. C'est une véritable épopée sans précédent dans l'histoire du Maroc et pour le continent africain. Aujourd'hui, la ligne à grande vitesse Casa-Tanger est un incroyable défi technologique et économique pour le royaume, mais ça a été aussi un exploit industriel, technique et une aventure humaine unique. Le renforcement également de la ligne sur l'axe très sollicité, je dirais carrefour de toutes les relations aujourd'hui ferroviaires, c'est l'axe Kénitra-Casablanca, qui a connu le triplement de voies et de par sa position stratégique aujourd'hui, comme vous le voyez dans le schéma et dans la configuration du réseau ferré national, cet axe qui relie le nord, l'est et le sud du pays constitue le cœur de l'activité ferroviaire au quotidien. Donc, nous enregistrons une part prépondérante du trafic, aussi bien des nafteurs que des voyageurs grandes lignes qui transitent par cet axe porteur. Cet axe qui a enregistré avant le triplement un taux, on va dire techniquement, de saturation important. Et il a fallu justement procéder à ce projet de triplement aujourd'hui qui a permis une augmentation de capacité et le renforcement de la robustesse de la ligne. Tout cela a permis d'assurer une offre étoffée avec des services plus attractifs qui répondent au mieux aux attentes de la clientèle. Le troisième projet extrêmement aussi important et qui a été le doublement de la ligne ferroviaire sur l'axe Casablanca-Marrakech. Et ce qu'il faut noter ici, c'est qu'au fil des années, la demande relative au transport ferroviaire sur cet axe, elle n'a cessé de progresser, avec même des taux à 2 chiffres. Suite bien évidemment au dynamisme socio-économique, touristique et culturel qui marque les deux agglomérations Marrakech et Casa et qui a donné lieu à une mobilité accrue.
Donc, on a été face à cette demande croissante de la mobilité. Pour accompagner cette évolution, ce projet de doublement donc, a été mis en œuvre pour relever aussi la capacité de la ligne et améliorer davantage sa compétitivité. Nous avons également entamé donc des projets et un programme ambitieux en termes de sécurisation des emprises OSF qui vise aujourd'hui à améliorer la sécurité à la traversée des passages à niveau et puis également donc, la rénovation des gares, donc, puisque l'OSF a déployé également un projet important de modernisation et de construction de gares ferroviaires, aussi bien grandes que moyennes et petites. Donc aujourd'hui, la gare n'est plus considérée comme un point de transit, mais on a marqué la rupture avec la conception traditionnelle des gares comme simple point de transit, puisque les gares aujourd'hui se sont métamorphosées en un lieu de vie et se positionnent comme un espace multifonctionnel qui offre des services diversifiés, donc à même de satisfaire les attentes des voyageurs et même des visiteurs. Voilà. Donc, ces projets ont permis d'améliorer l'offre train en termes d'augmentation de capacité et de fréquence, en termes de fluidité aussi du parcours client, mais également en termes de possibilité de développer des services à forte valeur ajoutée. Ceci nous a permis, nous a conforté dans le choix de mettre sur les rails une nouvelle stratégie commerciale tournée vers le digital qui vise le développement du trafic et l'augmentation des parts de marché. Une stratégie commerciale novatrice basée sur un nouveau concept de voyage qui permet aujourd'hui donc d'activer plusieurs leviers extrêmement fondamentaux. Donc, en termes de valorisation de l'accessibilité tarifaire pour rendre le train accessible à toutes les catégories des voyageurs, pour stimuler la mobilité avec des offres innovantes et des offres qui s'adaptent à tout le monde. En termes de diversification des canaux de distribution pour permettre, donc, pour être au plus proche du client et pour assurer une proximité et rendre l'achat du billet facile et accessible donc, dans plusieurs endroits et dans plusieurs points de vente. En termes de fidélisation aussi des clients, puisque aujourd'hui, c'est un chantier qui est extrêmement important. Donc, une stratégie de fidélisation qui permet d'améliorer la connaissance client et d'analyser toute la data client donc pour pouvoir assurer le service qui correspond aux besoins du voyageur et bien évidemment renforcer tous les canaux d'information et de communication de l'ONCF. Je passerai ici donc un zoom sur la mobilité au niveau régional et je cite que nous gérons actuellement 4 dessertes qui sont toutes donc liées au centre du Maroc via la ville de Casablanca qui constitue aujourd'hui le hub des corridors de déplacement. Donc, ce déplacement qui se fait par 2 niveaux. Le premier niveau, donc, on va dire que c'est un niveau de train de ligne qui regroupe les trains à grande vitesse et les trains conventionnels et qui assure les transports intervilles et régionaux. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau des trains navettes rapides donc dédiés au transport régional. Donc, actuellement, donc, ces 4 dessertes sont les Casa Rabat Kenitra, le Casa Aéroport, le Casa Jdida et le Casa Stade, qui sont, comme je l'ai dit, à la fois assurés par des trains dédiés navettes rapides, mais aussi qui s'intègrent parfaitement dans le réseau global avec des trains de ligne donc, qui assurent également ces dessertes pour toutes les liaisons intervilles. En termes de performance, toujours sur ce focus donc de la desserte régionale, ces dessertes comptent aujourd'hui plus de 73% de l'offre globale, donc à raison de 164 trains par jour qui circulent sur ces axes, donc avec une part de trafic de l'ordre de 57%. Et une contribution dans le chiffre d'affaires à hauteur de 28%.
Concrètement, donc ça donne en termes de voyages annuels plus de 18 millions de voyages enregistrés sur ces axes de proximité et avec un taux de régularité de 93% et un taux de satisfaction client de 88%, qui concerne toutes les prestations réalisées et assurées par l'ONCF pour couvrir le parcours voyageur. Alors, avec tous ces éléments, nous avons également, pour l'avenir, nous avons établi au sein de l'ONCF un schéma prospectif pour le développement du rail, à travers l'identification d'un schéma directeur à long terme portant sur le développement, même à l'horizon 2040, du réseau ferré national dans ses différentes composantes. Bien évidemment, ce projet, ce schéma prend en considération la cartographie des besoins de transport futurs, déclinés en besoins de services ferroviaires et en banque aussi de projets pour toutes les dessertes, que ce soit régionales, mais aussi interlignes et grande vitesse. Alors, pour ce qui concerne le futur du transport régional, il ressort un besoin accru en dessertes justifiées par 85% de la population qui réside dans un bassin desservi potentiellement par le fer, près des 2/3 qui résideront à l'avenir à moins de 15 km d'une ligne susceptible d'offrir des services régionaux, et avec une densité de population qui est favorable au transport ferroviaire, qui est plus forte dans les zones urbanisées, et une croissance très, très élevée sur la portion centrale de l'axe. Donc, tout cela nous amène aujourd'hui à développer et à renforcer les dessertes régionales pour faire face à ce besoin accru. Et en termes d'orientation, 8 bassins de déplacement régionaux ont été définis et qui s'articulent autour des hubs ferroviaires qui vont assurer une cohérence entre les services régionaux et les services grandes lignes. Et puis, la construction aussi des dessertes régionales autour de la grande vitesse, notamment sur l'axe Kenitra-Marrakech. Alors, pour s'adapter justement à tous ces projets que je viens de citer et face à la révolution technologique et sociale que connaît le monde actuellement et à laquelle tous les secteurs s'empressent de s'adapter, l'ONCF a lancé en 2017 sa transformation digitale. C'est une nécessité pour accompagner tout ce développement et toute la croissance de la mobilité qui est planifiée, mais c'est aussi une réelle opportunité pour mieux comprendre et anticiper les changements du marché, pour doper nos performances commerciales, pour également favoriser la création de valeur et la fidélisation de nos clients et, in fine, réinventer la mobilité intelligente au sein de notre pays. Donc, la stratégie digitale de l'ONCF repose sur 5 leviers importants. Le premier levier concerne l'innovation dans les services aux clients et aux partenaires. Deuxième levier concernant la performance industrielle et économique. Troisième levier, tout ce qui est lié à la transformation en interne vers une culture digitale. Quatrième levier, c'est la gouvernance efficace du SI et du digital. Et puis, cinquième levier, c'est l'agilité du SI garantissant de la cybersécurité et confiance numérique. Je citerai qu'avec la mise en place de cette stratégie digitale, nous avons lancé en 2018 le programme Open Innovation, où nous avons réalisé un premier hackathon sous le thème Expérience client voyageur, et à travers lequel nous visons à innover dans les services clients destinés pour les clients voyageurs, avec l'identification d'un ensemble de projets pour lesquels certains ont été même réalisés, qu'on va voir à la fin de la présentation. Et l'objectif aussi, c'est de promouvoir la création et le développement des startups au niveau national. Voilà. Donc là, pour la dernière partie, je vais passer ici, je vais présenter les services digitaux qui sont mis au service des voyageurs et qui contribuent considérablement à l'amélioration de la mobilité au quotidien.
Tout d'abord, il y a lieu de citer dans un premier temps que pour améliorer la mobilité au quotidien, nous avons défini 6 axes majeurs pour améliorer l'expérience client. Ces axes couvrent toutes les étapes du parcours client, c'est-à-dire avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage. Nous citons en premier lieu l'axe de l'intermodalité avec une offre intermodale. Donc, chacun de ces axes sera développé dans les slides suivantes. Deuxième axe, c'est l'achat en ligne, donc le site avec la création et le lancement du site e-commerce. Troisième axe qui est aussi très important et fondamental pour la planification des voyages, c'est tout ce qui est information des voyageurs. Donc, quatrième axe, c'est la relation client. Le cinquième axe, c'est l'écoute client, donc, parce qu'on s'intéresse aussi au post-voyage et ça nous met aussi dans une dynamique d'amélioration continue pour améliorer toutes les prestations. Et sixième axe, c'est le Social Hub qui aujourd'hui permet aussi de maîtriser et de gérer la e-réputation sur les réseaux sociaux qui devient des canaux de plus en plus puissants. Alors, concernant le premier axe sur l'intermodalité, et dans le cadre de sa stratégie d'intermodalité, l'ONCF développe aujourd'hui des services complémentaires au train à forte valeur ajoutée pour offrir à nos clients une gamme de services qui permettent d'améliorer leur mobilité. L'objectif, c'est d'offrir un parcours fluide, très important pour bénéficier d'une expérience voyage d'adresse en adresse. Et donc là, c'est important de dire qu'on dit toujours que c'est le dernier kilomètre qui coûte le plus cher. Donc, pour nous, le parcours client démarre depuis le moment où le client pense à voyager et directement dès chez lui. Et on s'intéresse depuis ce départ ce point de départ jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination finale, qui n'est pas la gare de destination, mais plutôt à son bureau peut-être, chez lui, à sa destination finale. Ça, pour nous, c'est très important parce que ça nous permet de se connecter à différents modes de transport. Et là, on voyait bien, aujourd'hui, cette solution de mobilité de bout en bout, elle permet de se connecter, de s'ouvrir sur de nouveaux marchés. Et nous avons concrétisé déjà le service train plus auto qui permet aujourd'hui d'assurer un parcours avec plusieurs formules de voitures en termes de location de voitures ou de car sharing, de taxi également ou de transfert. Nous avons également le train plus bateau plus avion, ce qui permet de connecter le train, que ce soit Al-Borak ou même un projet aussi sur lequel nous travaillons actuellement, de connecter les autres trains de ligne, donc pour s'ouvrir sur des destinations à l'étranger et que le client, quand il achète son billet d'avion pour rentrer au Maroc, là, pour venir au Maroc, il peut directement aussi, à l'arrivée au Maroc, être pris en charge par le train pour aller à sa destination finale, que ce soit au niveau de Fès, Marrakech, Tanger et les grandes villes aujourd'hui qui disposent d'aéroports. Le train plus autocar, nous opérons actuellement aussi des dessertes rail-route avec la filiale Suprato, mais l'objectif aussi, c'est de s'ouvrir sur d'autres compagnies d'autocars, ce qui va nous permettre d'améliorer les destinations et d'être présents aussi sur d'autres villes qui ne sont pas aujourd'hui desservies par le rail. Et puis le train plus le tram, dans le but justement de créer des points de relais avec le tram et le train au niveau des villes de Rabat principalement et de Casablanca qui sont connectées au tram. Donc toutes ces solutions aujourd'hui qui assurent une mobilité fluide et de bout en bout, avec un parcours facile via une réservation en ligne sur les sites marchands ONCF. On arrive justement au site e-com qui constitue le deuxième axe concernant les services digitaux, qui est un service fondamental pour améliorer la mobilité. Aujourd'hui, le site e-com joue son rôle de proximité client.
puisqu'il rend l'achat de billets et de produits voyageurs facilement accessibles. Cette plateforme de commerce électronique a été réfléchie en fonction des besoins des clients, en offrant aux utilisateurs un parcours mieux adapté aux différentes catégories de voyageurs, les grands publics, je citerai par exemple les abonnés, les conventionnés, les détenteurs, les encartés qui ont des cartes de réduction. Ce site aujourd'hui permet aux voyageurs de gagner en temps par rapport à l'achat en gare, notamment si on doit comparer les périodes de forte affluence, avec la possibilité de disposer d'un ticket 100% dématérialisé que le voyageur peut tout simplement présenter sur son smartphone. L'achat également, le site permet d'acheter son billet par anticipation, ce qui permet également aux clients de bénéficier d'offres promotionnelles et de tarifs réduits, parce qu'on opère selon un système de yield management qui permet donc de gérer l'optimisation des trains et donc de favoriser des tarifs avantageux si l'achat il est fait de manière anticipée. Et je cite aussi d'autres fonctionnalités en termes d'achat de billets rail-route. Aujourd'hui, on le fait également sur le site. Le paiement en devise donc depuis l'étranger avec des cartes internationales. D'autre part, et dans une vision de digitalisation, l'ONCF offre le paiement mobile dans plusieurs gares. Nos clients aujourd'hui qui disposent d'un M-Wallet, ils peuvent payer leurs billets grâce à ce nouveau moyen de paiement qui est dématérialisé et sans contact. Donc, on arrive à l'axe 3 qui concerne les canaux d'info voyageurs et dans la continuité des services qui découlent de l'orientation digitale de l'ONCF et par laquelle nous visons justement à mieux accompagner les besoins évolutifs des usagers, nous mettons à disposition de nos clients plusieurs canaux, à savoir, comme vous pouvez le voir sur le slide, donc l'application ONCF Trafic. Cette application en temps réel qui permet d'informer les clients sur la situation du trafic. Elle permet également de mieux planifier les déplacements et d'anticiper tout éventuel aléa qui peut avoir un impact sur le voyage. L'information qui est fournie par cette application, elle est mise à jour instantanément et permet de fournir des informations avec un niveau d'exactitude avoisinant les 100%. Donc, en termes de fonctionnalité, je vais résumer. Donc, cette application permet donc, de donner l'état du trafic en temps réel, permet aussi de localiser la gare la plus proche et l'itinéraire à suivre pour s'y rendre. Elle donne aussi toutes les informations nécessaires, permettant de consulter tout le détail du voyage, toutes les gares desservies, les gares de correspondance, les distances parcourues, les temps de parcours. Elle permet aussi d'assister le client dans son embarquement parce qu'on donne aussi l'information sur les numéros de voies d'embarquement, l'emplacement des différentes voitures de classe de confort, en première classe ou en deuxième classe. Et puis, elle permet aussi de programmer des notifications sur les trains que le client choisit de suivre et de recevoir directement des notifications en cas de perturbation, informant directement sur le nombre de minutes de retard qui sera enregistré et par conséquent, le client sera informé à l'avance et pourra planifier aisément son déplacement. Deuxième canal qui est important, c'est le chatbot conversationnel, qui renforce aujourd'hui plus la relation client et enrichit les canaux instantanés de l'office. Le chatbot aujourd'hui vise à démocratiser l'accès à l'information qui est utile à tous les clients voyageurs en apportant une assistance virtuelle qui est disponible en temps réel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faciliter l'expérience de voyage. Dans sa version actuelle, le bot il permet de communiquer en langue arabe classique et comprend même le dialecte marocain, bien évidemment, et le français. Il répond aux questions écrites et audio. Il traite toutes les demandes d'informations sur les horaires, les prix et les trajets. Et il permet aussi d'assister les voyageurs à l'achat des tickets en les dirigeant vers le site marchand avec une prise en charge de leurs demandes.
Donc, bien évidemment, c'est une première version qui offre toutes ces fonctionnalités et qui sera à mesure, au fur et à mesure qui sera améliorée pour mieux accompagner les clients dans leur voyage. Troisième, donc je dirais, service mis à disposition de nos clients, c'est aussi le site de réclamation en ligne, c'est le site onsf2255.ma. C'est un site de réclamation qui permet de soumettre une réclamation, de la suivre, de suivre son état d'avancement et de faire part aussi par les clients de toutes leurs remarques et suggestions, bien évidemment avec des délais de traitement qui sont très optimisés et une réponse dans des délais convenables aux clients. Nous citons également le Wi-Fi en gare. Aujourd'hui, nous avons principalement toutes les gares ONCF qui sont dotées de connexions gratuites et illimitées. C'est une connexion qui est mise à disposition de nos clients de façon gratuite. Avec une simple utilisation. Il suffit juste de se connecter, de saisir quelques données sur son profil socio-CSP. Et ce qui permet aujourd'hui de rendre le séjour en gare enrichi et plus agréable parce que le client, au moment de l'attente de son train, il peut consulter ses mails, surfer sur Internet, se connecter sur les réseaux sociaux ou même chercher des informations utiles pour son voyage. On passe le quatrième axe qui est la relation client. Et aujourd'hui, au sein de l'ONCF, nous avons notre CRM qui permet de gérer les relations clients tout au long du cycle de vie du client. Englobant ainsi des actions marketing, de vente, de e-commerce, et des interactions aussi avec le service client, le centre de relations clients. Notre système nous aide aujourd'hui à interagir en permanence avec le client, à rationaliser les process et améliorer aussi la rentabilité. Donc, à travers toute la data client qui remonte, nous pouvons exploiter tout ça pour développer des campagnes marketing, soit en automation, soit en programmé, de gérer aussi les prospects et de les identifier en tant que prospects pour par la suite pouvoir les convertir en clients. Et avec la connexion également, l'interconnexion de tous les canaux digitaux pour pouvoir disposer de la vision client 360 degrés. Donc, j'arrive au cinquième axe. En matière d'écoute client, aujourd'hui, à l'ONCF, nous travaillons à la digitalisation. Nous avons mis en place la digitalisation de notre dispositif d'écoute client. Aujourd'hui, il nous est possible d'évaluer rapidement et efficacement la satisfaction de nos clients pour connaître leur avis et leur perception et leur niveau de satisfaction par rapport au voyage récemment effectué. Et ça va de pair avec le chantier de transition digitale déjà présenté. Ceci nous permet de répondre aux exigences des voyageurs connectés, mais aussi d'être conformes aux nouvelles tendances du marché. À travers des sondages de satisfaction à chaud, à travers des évaluations de la satisfaction programmée tout au long de l'année de manière périodique. Nous programmons également des sondages ad hoc pour apporter des solutions sur mesure et des recommandations opérationnelles créatives qui répondent à des besoins spécifiques de nos clients identifiés par le besoin marketing. Nous avons également digitalisé le client mystère qui est aujourd'hui doté d'une application mobile dédiée qui permet de détecter les anomalies impactant la qualité de service requise et qui permet de déclencher automatiquement et en temps réel des alertes directement chez les responsables pour qu'ils puissent intervenir en programmant des actions correctives avec en plus un suivi qui se fait en temps réel. Voilà, ça c'est par rapport au dispositif d'écoute client. Et puis on arrive le dernier point concernant le Social Hub qui aujourd'hui est doté de toute la technologie nécessaire
pour pouvoir exploiter les réseaux sociaux, pour gérer la e-réputation de l'ONCF sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit donc, Facebook, Instagram principalement, mais aussi YouTube, LinkedIn et d'autres. Principalement, c'est les principaux, on va dire, réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous cherchons à exploiter ces RS comme des canaux de promotion de produits et de services voyageurs dans le but de générer du trafic sur le site marchand. Donc, à travers une stratégie omnicanale et une stratégie de contenu adaptée à la communauté qui existe sur les réseaux sociaux, nous œuvrons pour identifier donc la communauté, pour les transformer en prospects et puis en clients voyageurs. Donc, c'est une stratégie de réseaux sociaux qui répond à un cycle, si je dois résumer. Donc, ça répond à un cycle depuis l'audience jusqu'au business. En attirant, en suscitant le trafic donc avec une qualification de l'audience, avec des contenus qui sont proposés qui vont intéresser la cible, en transformant par la suite cette audience en lead par des mécaniques de capture, et puis en guidant donc ces contacts dans leur cycle de réflexion jusqu'à l'achat via le site marchand. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation et je remercie l'audience pour son attention. Thank you for your attention. Yes. Well, thank you, dear speakers, for your all. I think we all had a lot of synergies and shared interests on what we're doing today, and inspired by all what have been said by the speakers, we'll try to debate around two different aspects. The first one is going to be the costs, as expected. And the second one is going to be around the regulatory framework. So every change, even the most positive one, as it is the case of smart cities, urban mobility, and rural mobilities, are implying costs. And those costs, in the majority of time, they are not necessarily evenly and fairly distributed among those who are going to benefit at the end from this change. And when it comes to artificial intelligence applied in smart mobility, this AI is affecting a lot of value chains and stakeholders well established. So my question, what do you think is the best strategy to tackle the huge investments in smart infrastructures? Do we have, for example, to break down smart mobility projects into phases, starting with low investment, narrow-scale initiatives that can provide initial value, or to choose an all-in-one investment strategy? Let's start by Mr. Malouki from ADM. Yes, first of all, thank you for this question, and please allow me to answer in French so I can be as clear as possible. So, for me, je pense que pour réussir une transformation digitale, et notamment mettre des routes intelligentes, il faut mettre le budget qu'il faut. Mais à deux conditions pour moi. La première condition, c'est faire au préalable le choix technologique et technique le plus adéquat et le plus adapté pour le client et pour le contexte du pays, pour notre cas le contexte marocain. Et la deuxième condition, c'est essayer de mettre une politique d'achat bien réfléchie.
C'est-à-dire que cette politique d'achat doit se baser premièrement sur un encouragement de la compétitivité entre les fournisseurs et deuxièmement, encourager l'écosystème national et local. Je vais prendre l'exemple de notre programme d'automatisation qui a pu nous servir pour transformer la face de notre autoroute et nos gares de péage. C'est un programme qui a obtenu un budget colossal de presque 1 milliard de dirhams, c'est-à-dire à peu près 100 millions dollars. Et maintenant, on est à peu près à 20% de sa consommation. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons premièrement pris notre temps pour faire les choix technologiques nécessaires, faire les tests qu'il faut, se mettre d'accord sur ce qu'on va faire, pour après faire un déploiement massif et rapide. Mais au préalable, on a pris tout le temps nécessaire pour choisir nos partenaires, pour choisir les équipements, pour choisir les solutions à mettre en place avant d'entamer un déploiement. On est toujours en cours du déploiement de ce programme. On cherche toujours des partenaires. Mais l'idée, c'est ça. C'est essayer de bien réfléchir les projets à mettre en place, les partenaires, et aussi de penser toujours à encourager l'écosystème local. Parce que finalement, au final, c'est des grands programmes de transformation qui sont mis en place au niveau d'un pays. L'objectif est aussi d'encourager, de booster l'économie nationale et les petites et les moyennes entreprises. Donc pour moi, c'est ça la stratégie à mettre en place pour pouvoir entamer ces projets d'automatisation et de transformation digitale. Voilà. Thank you, Mr. Malouki. I do like the idea of that if we encourage local investment, that will finally create value. And that might be clearly one way to reduce the cost finally. Thank you, Mr. Malouki. So, Mr. Jazo, coming from Switzerland and being involved in such very huge projects as you mentioned during your talk, what do you think would be the best strategy for Morocco? Yes, thank you for that. So, in my opinion, it's all the stuff we discussed now about technology and so on. It's for people, and it's very important that we can find the demand of the people and fulfill this demand. And yes, so for me, I will say the best way to have a clear basement and to start step by step. And yeah, because we have to know, yes, it's for people, as I mentioned, and we have to invest in people that they can use this technology, and we need for this experience. And I think for a government, it's very important to do this experience, to have tested and proved products, technologies, and at the end they can summarize and say, okay, this works, this doesn't work, and then do a very good combination of everything. Thank you. So the proof of concept doesn't cost that much when we think about the deployment. So I do agree with your point, Mr. Jazo, that we can start by a proof of concept, and if it works, and if the community and all the ecosystem around is sensitized, then we can continue a step further. But you mentioned that the human, the people, citizens should be at the center, and that makes a good transition for me to the second axis, which is the framework, regulatory framework. So I was reading somewhere that there is a concept of Society 5.0. Society 5.0 is a concept which came out of Japan a few years, and this concept is focusing on the well-being, of putting people and their well-being at the center of all these emerging technologies. And when we think about AI, it's definitely an emerging technology, disruptive technology, not emergent, but it's disruptive technology.
which comes with challenges. And the most important challenge for me is the framework, the regulatory framework. So my question, again, if we respect the order, Mr. Mellouki, for ADM, Autoroute du Maroc, what are the mechanisms that ADM is adopting toward this regulatory framework? J'ai premièrement noté une information très essentielle que vous avez évoquée, c'est que le client, la personne, le citoyen doit être au cœur de tous les projets à mettre en place et même au cœur de la stratégie de toute entreprise qui génère et qui utilise des données. Pour le cas des autoroutes du Maroc, nous sommes conscients de la criticité de l'information qui se dégage et notamment la donnée de la recette et du trafic. Cette donnée est très précieuse pour nous et elle doit être suivie, contrôlée depuis sa création au niveau des voies de péage, après le passage des transactions, jusqu'à son insertion au niveau des bases de données financières. Pour cela, nous avons mis en place et cette information se multiplie de jour en jour. Vous savez bien que le trafic pour nous, il augmente de 5% chaque année. Et aussi, il y a l'intégration de nouveaux moyens de paiement, en l'occurrence les ETC, tags, banking card, magnetic card, etc. Donc, nous sommes en train d'utiliser de plus en plus d'informations et de données. Et du coup, nous avons mis en place une cellule dédiée pour la certification de la recette et du trafic, qui a pour rôle de faire le suivi et le contrôle a posteriori de l'ensemble de l'information et faire son suivi depuis sa création jusqu'à sa comptabilisation. Et en parallèle, nous avons enclenché un projet de Big Data qui a pour information le traitement de l'ensemble de ces données et de faire ressortir les conclusions et puis des solutions conséquentes pour cela. Voilà. Merci. So before, let's continue with the question, and then we're going to give the time to ONCF to answer the two questions at the time. Okay. So thank you, Mr. Jazo. If you want to answer the second question. Sure. So from my perspective, I have to look at from the microeconomic perspective because I'm a company or I work for a company, not from the government side. And yes, for us it's very important to fulfill all this regulation from Switzerland or wherever we have a project. And yes, we also collecting a lot of data. And for example, when let's say a construction company knows how many cars cross a road every day, then they know how is the current situation of this road. Is there a need maybe for repairs or something like this? And this could be critical because I don't think that the government, for example, want to share everything to everyone. And this is why we build our system on a MIL standard. So our engineers come from the military industry, and for their data security is very important for us. What are typically the standards and the regulations in Switzerland? I do know that, for example, let me give you the Moroccan example. In Morocco, there is a commission called La Commission de la Protection des Données à Caractère Personnel. And Morocco has already also created a law which aims to protect the data, personal data. So every company in Morocco should comply to this law, and there is a kind of a regulatory organ that which ensure the protection of the personal data. So I would just want to know what is the state of the art in Switzerland from the public perspective, the governmental perspective, and also from your LTS, your company perspective.
So yes, as you mentioned, we also have commissions that check the data security, and they want to assure that not everyone will get the information from every citizens, for example. And yeah, from the citizen side, maybe it's also in Switzerland, it's not so common to have camera installed because the people don't like this, and the government is also looking that not too much camera are installed, just there where it's necessary, and this is something, for example, what is very good for our product because we don't have a camera, but we also like combinations work, and yes, so a Swiss guy, typical Swiss guy, don't want to share everything. He's very concentrated and focused on himself, and yes, this is how it's in Switzerland. Okay, thank you. So now it's time for ONCF to answer the first question regarding the cost. Mrs. Nacera, the floor is yours. Yeah. Okay. Can you hear me? Je vais activer mon micro. Yes, c'est bon là, vous m'entendez? Très bien. Alors, je vais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit qu'aujourd'hui, effectivement, nous mettons le client au centre de notre réflexion stratégique en matière de digitalisation. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est une réelle opportunité. Le digital donc, présente une réelle opportunité pour l'ONCF qui permet de mieux améliorer donc, la connaissance client et donc, in fine, de pouvoir répondre mieux à ses attentes. Le client aujourd'hui, il est omnicanal, donc il est aussi nécessaire de lui apporter une expérience client sans couture, ce qui nous amène justement à définir aujourd'hui pour réussir cette stratégie digitale 3 enjeux majeurs, à savoir la proximité, la simplification des parcours clients et la digitalisation de la relation client. Donc, nous mettons tout cela dans un dispositif omnicanal. Donc, l'omnicanalité est au cœur de la stratégie digitale pour créer le lien avec le client et entretenir ce lien et le renforcer à travers les différents touchpoints qui seront utilisés par le client. Donc, tous les canaux de contact qui existent à l'ONCF doivent être mobilisés de manière simultanée pour réussir cette omnicanalité et pour réussir aussi à driver de nouveaux prospects et cibles vers nos canaux d'information ou de vente. Voilà, je dirais que vraiment c'est cette démarche aujourd'hui, c'est à travers cette démarche qui nous permet aujourd'hui d'installer plus de proximité, d'agilité et de réactivité, que je dirais que c'est les mots-clés pour réussir la stratégie digitale. Mrs. Nacera, should I ask my question in French instead? Mrs. Nacera, la question du coût est une question primordiale. Et donc, quelle est votre opinion sur la stratégie à adopter pour un pays comme le Maroc qui est en train d'amorcer de très grands chantiers de digitalisation? Donc, donc ma question était, est-ce qu'il faut investir un très grand montant dès le départ, commencer les chantiers, ou est-ce qu'il faut aller en phase et voir un peu le proof of concept et voir que ça se réalise et ensuite faire rectifier les choses qui ne vont pas très bien et voilà, y aller petit à petit en termes de coûts ou faire une stratégie du all-in-one. Qu'en pensez-vous? Actuellement, justement, c'est du step by step. Nous sommes en train de développer cette stratégie en mettant en place un phase-in pour pouvoir apporter toutes les solutions nécessaires. Comme je l'ai cité, il y a plusieurs chantiers où le digital intervient en termes d'intermodalité, en termes d'achat de billets en ligne, en termes d'info voyageurs. Je dirais, oui, il y a un écosystème digital qu'il faut construire. Mais c'est des choses à construire aujourd'hui par étapes, ce qui permet aussi de pouvoir capitaliser sur les facteurs clés de succès et profiter aussi de la technologie et du développement technologique et pouvoir améliorer de façon continue les choses. Ce n'est pas du one-shot, je dirais, mais c'est des choses à faire évoluer dans le temps.
Thank you very much for your answer. And then coming to the second question, which was about the regulatory framework. So according to your talk, Mrs. Nacera, we have witnessed a lot of digitization initiatives going on at ONCF. So what is the mechanism that ONCF has adopted toward toward respecting the integrity, the quality, the quantity of data collected? Alors, en termes de collecte de données, c'est-à-dire tous les systèmes aujourd'hui que nous avons acquis qui nous permettent de collecter la donnée client. Bien sûr, on est donc régi par la réglementation que nous veillons donc à se conformer par rapport à la protection des données personnelles des voyageurs. Donc, nous avons un système de CRM qui permet de la gestion de la relation client et qui permet d'être en interconnexion avec les différents canaux de vente et d'information. Donc, avec le centre de relations aussi client qui permet de se connecter avec ce système et de pouvoir maîtriser les données clients et d'avoir identifié le client et lui apporter une réponse et une solution fiable et convenable à son besoin. Je citerai aussi par rapport à la data qui remonte sur l'application ONCF Trafic. Donc ça, c'est tout le système de gestion de la circulation de nos trains qui est connecté, qui est interfacé avec ces applications qui permet automatiquement de délivrer, de fournir l'information de la circulation des trains sans qu'il y ait d'intervention manuelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Yes, Mrs. Nacera, Okay. definitely you have answered the questions. And I think we all agree on the fact that there is a public and governmental regulation that we should all comply to. And there is institutional mechanism among l'ADEME, l'ONCF, but also LTS in Switzerland, which aim to protect even more, to comply to some let's say, internal standards, which is, I think, something very, very good towards the respect of data. I think we're going to conclude by this. Let me thank you all for your experience sharings and very insightful talks. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup.